Bonjour à tous, merci d'être là et merci Paul de nous donner l'opportunité de partager avec vous. Alors j'ai un tout petit peu élargi le spectre du sujet. Nous n'allons pas seulement parler de transport smart, je vous propose de parler d'une manière générale d'innovation smart et en particulier nous faisons des choses dans le transport, mais nous faisons également des choses dans l'énergie. L'énergie électrique, l'énergie propre qui permet de faire du transport électrique, de la mobilité électrique, mais aussi également d'autres applications. Alors c'est un sujet qui est intéressant selon nous et j'espère partager avec vous cet intérêt. Pourquoi ? Parce que quand on parle de ces innovations-là, d'innovation écologique, d'innovation autour des nouvelles énergies renouvelables, de la mobilité électrique, etc., on imagine que c'est des choses qui sont réservées à des pays riches, à des sociétés déjà développées et qui cherchent à optimiser leur mode de développement. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partager avec vous notre expérience sur les pays en voie de développement. Donc en particulier les projets que nous menons en Afrique et en Asie. Alors, je ne vais pas vous proposer de grandes théories sur l'innovation et les transports électriques et les pays en voie de développement. Voilà, j'ai juste l'ambition de vous présenter les projets que nous menons et qu'on en tire ensemble les conclusions sur ce qu'il est possible de faire déjà aujourd'hui. Alors, d'abord, un très bref récapitulatif sur qui nous sommes, parce que tout le monde ne nous connaît pas, et c'est bien normal. Dans ce sens-là, voilà. Okay. Donc, Groupe Bolloré et sa division Blue Solutions. Donc, le Groupe Bolloré, c'est une société française, un groupe français qui est d'abord une société qui est assez ancienne, parce qu'elle a aujourd'hui presque 2 siècles. C'est une société familiale. Bolloré, c'est le nom de la famille qui a créé la société il y a presque 2 siècles. C'est également le nom de la personne, Vincent Bolloré, qui détient aujourd'hui la majorité des parts du groupe et en est également le CEO. On est actif dans 3 domaines dans le business. Premier domaine, c'est les transports et la logistique, en particulier avec un métier de commissionnaire de transport et un métier de gérant de concession de port, et avec un focus en particulier d'ailleurs sur l'Afrique, ce qui nous permet de nous appuyer dessus pour proposer des solutions innovantes pour les pays en voie de développement. Deuxième division qui est les médias et la communication, notamment avec la société Havas que nous contrôlons. Et puis une troisième division qui est donc la division Blue Solutions, qui est une division qui développe, conçoit et produit une solution de stockage d'énergie innovante que nous appelons la batterie lithium métal polymère, qui est issue d'une 20aine d'années de recherche et développement et d'un important investissement de la part du groupe. Alors, donc c'est cette batterie qui est très différente de la batterie que vous connaissez dans vos devices personnels, ordinateurs, etc. La batterie lithium-ion. Cette batterie possède des capacités de stockage d'énergie et une très haute sécurité, autour de laquelle on développe un certain nombre d'applications qu'on range dans 2 familles, qu'on va regarder après en détail ce que ça peut faire en Afrique et en Asie. Donc 2 familles. Première famille, c'est ce qu'on appelle la mobilité, donc les solutions de transport, le sujet initial de cette conférence. Donc les véhicules électriques, mais également les systèmes d'autopartage, etc. Et puis une autre famille qui est une famille importante, qui est comment utiliser les solutions, les technologies de stockage d'énergie pour développer des solutions dites stationnaires, c'est-à-dire toutes celles qui ne bougent pas, mais qui sont également intéressantes, par exemple pour développer les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, et notamment l'énergie solaire, qui est très abondante en général dans les pays en voie de développement, et en particulier en Afrique, puisque ce sont des pays très ensoleillés, sont des énergies qu'on a tous envie de développer dans le cadre de la transition énergétique, qui ont un énorme inconvénient, c'est qu'elles fonctionnent par intermittence. Elles fonctionnent la journée quand il fait beau, elles ne fonctionnent pas la nuit, et elles ne produisent pas également d'énergie quand il y a des nuages. Donc l'intérêt d'utiliser du stockage d'énergie, c'est de pouvoir utiliser ces énergies renouvelables toute la journée, puisqu'on va stocker de l'énergie pendant la journée quand il y a du soleil, et on aura ainsi de l'énergie le soir, la nuit et quand il y a des nuages. Alors, donc, je vous disais, on a développé donc des véhicules électriques, donc la Blue Car, qui est un véhicule, une voiture électrique basée sur cette batterie lithium métal polymère, que nous avons introduit, autour duquel nous avons développé un système d'autopartage que les Parisiens connaissent bien, qui s'appelle Autolib, qui est le déploiement de 3000 de ces véhicules électriques en libre service dans Paris
pour les Parisiens et qui aujourd'hui remporte un très grand succès avec plus de 10 millions de locations effectuées depuis 3 ans. Nous avons également un bus qui est le Blue Bus. Voilà, donc ça c'est nos briques de base autour desquelles on a développé des solutions. Toutes les images que je vous ai montrées pour l'instant, c'est des images dans les pays riches. Donc on n'a toujours pas répondu à la question, quid des pays en voie de développement? Donc ça c'est la carte de là où on est actif, et vous le voyez, on a des projets dont on va parler en Afrique et en Asie, au Cambodge. Alors projet Blue Bus pour les pays en voie de développement. Donc là on est dans la mobilité. On voit que le bus qu'on peut voir dans des villes de pays développés s'applique très très bien également dans cet exemple-là, qui est l'exemple de Abidjan, en l'occurrence l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Alors quelques chiffres à partager avec vous. Ce projet, c'est 2 bus qui circulent sur l'université, qui l'année dernière, en 2014, ont transporté plus de 1,5 million d'étudiants. Donc ça, c'est un résultat très concret, c'est-à-dire c'est un service de transport à destination des étudiants sur le campus. Et puis, ce n'est pas seulement des véhicules électriques qui tournent, qui font des navettes, c'est également tout un système, parce qu'autour de ces véhicules, on a également mis en place des panneaux solaires avec une dizaine de stations, et donc des panneaux solaires qui sont rechargés entièrement par l'énergie solaire, parce qu'il y a 360 mètres carrés de panneaux solaires. Donc l'intégralité de cette petite flotte de bus qui transporte 1,5 million d'étudiants par an est alimentée par l'énergie solaire. Alors c'est également une expérience qu'on a dupliquée à Yaoundé au Cameroun, comme vous le voyez sur cette image. Et puis un troisième exemple qui est également intéressant sur les projets bus, c'est également un projet que nous menons au Cambodge, sur le site de Angkor. Site de Angkor, qui est un site extrêmement touristique, avec plus de 5 millions de visiteurs par an, et ce qui génère également beaucoup de pollution. Donc notamment si vous avez eu la chance de visiter les temples, des tuk-tuk qui fonctionnent à l'essence. Et ce site qui est merveilleux est menacé par la pollution. D'où l'enjeu de créer un système de transport électrique sur le site qui permet d'accompagner ce développement touristique tout en préservant les temples, qui sont l'actif très important à préserver, parce que sans les temples, avec des temples pollués ou dégradés, il n'y a plus de touristes. Alors l'enjeu du transport électrique, vous allez me dire pourquoi mettre du transport électrique sur les temples d'Angkor, au-delà de l'intérêt de les dépolluer. Il y a un très gros inconvénient, c'est, pour ceux qui connaissent le Cambodge, c'est la nature du réseau électrique sur les temples. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des situations très fréquentes avec des pannes de courant de plusieurs heures, voire plusieurs jours, qui est quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans les pays en voie de développement, tout simplement parce que le réseau électrique n'est pas aussi développé que ce qu'on rencontre en Europe, qui est d'ailleurs une zone assez exceptionnelle pour ça. Et là, c'est tout l'intérêt de passer par la recharge photovoltaïque, parce que au-delà de remplir complètement la promesse qui est vraiment de décarboner le transport, puisqu'on va pas alimenter des stations, des centrales à diesel thermique pour alimenter du transport électrique. Là, on va vraiment utiliser de l'énergie propre pour recharger les véhicules. Mais en plus, il y a un véritable intérêt pratique, c'est-à-dire que quand le réseau électrique autour est en panne, les véhicules continuent à être alimentés et le service continue à fonctionner. Donc c'est vraiment un système qui fonctionne parfaitement bien en symbiose, à la fois les véhicules électriques, mais également la recharge par panneau solaire et l'utilisation, comme je vous l'expliquais en introduction, de batteries pour rendre ces panneaux solaires opérants toute la journée, et en particulier la nuit, puisque les bus se rechargent la nuit. Donc l'intérêt pour les sites qu'on a vus avant, c'est-à-dire les universités et les sites touristiques, là je pense que l'intérêt pour la croissance et le développement est complètement évident. On est au service de l'éducation, on est au service d'un site qui a un véritable enjeu sur la pollution qui menace son intérêt même en tant que site touristique, et donc l'intérêt pour les touristes de venir.
Voilà, et donc, comme je vous l'expliquais, le stockage, donc ça ressemble à ça, concrètement, des batteries qui sont en série dans des gros containers au pied des panneaux solaires et qui permettent donc de recharger pendant la journée et donc de délivrer l'énergie pendant la nuit. Enfin, dernière expérience qui là est vraiment la toute dernière et qui est toute récente, qui est à une échelle qui commence à être vraiment très intéressante, qui est la mise à disposition pour les Jeux africains de Brazzaville qui se tiennent en ce moment même. Donc là, la mise à disposition d'une 50aine de voitures et d'une 15aine de bus. Avec exactement le même schéma, c'est-à-dire c'est pas seulement les véhicules, c'est également des stations de recharge photovoltaïques avec du stockage d'énergie. Donc là, on est sur la mise à disposition d'un dispositif qui commence à être à grande échelle, 50 voitures, 15 bus, ça commence à être plus important que ce qu'on a vu sur l'université Footbonny. On va quitter le domaine de la mobilité électrique à proprement parler. Je voudrais partager avec vous l'expérience Blue Zone, qui est ce qu'on appelle les Blue Zones. C'est un certain nombre d'espaces que nous avons mis en place en Afrique. Donc c'est des zones et dont l'intérêt est d'être autonome énergétiquement. Donc on a créé sur cet espace-là de la production d'énergie solaire avec des batteries. Mais on ne s'est pas arrêté là. Et là, l'objectif, c'était de dire, mais cette zone où on a réussi à créer cette production d'énergie continue, qui ne souffre pas des problèmes du réseau électrique, quelles sont les activités qu'on peut créer dessus pour générer de la vie, de l'activité culturelle, de l'activité économique. Alors ce que je vous propose, c'est de vous présenter une petite vidéo qui en parlera encore mieux que moi. So here's a little video which may explain the topic better than I can. La Blue Zone s'inscrit dans un projet ambitieux du groupe Bolloré, qui consiste à réduire la fracture énergétique en installant plusieurs lieux de vie autonomes en énergie. C'est une solution totalement innovante développée par Blue Solutions. On peut désormais stocker l'énergie solaire obtenue par panneaux photovoltaïques et produire ainsi une électricité permanente, gratuite et écologique. Des containers remplis de batteries LMP, lithium, métal, polymère, allant de 180 kWh à 1 MWh, stockent l'énergie produite par le soleil et la restituent de jour comme de nuit. Dans des zones dépourvues de réseau électrique ou victimes de pannes récurrentes rendant difficile toute exploitation, cette solution prend sens. Au lieu d'utiliser des groupes électrogènes coûteux, bruyants, polluants, elle permet de produire une électricité écologique, gratuite, moderne et totalement autonome. L'installation de Blue Zone, allant de 2 à 4 hectares, permet de créer des espaces de vie où tout devient possible. L'éclairage, l'accès à l'eau potable, à Internet, la possibilité de se soigner, d'apprendre, de se divertir et de se développer économiquement. Depuis 2010, Earth Talent by Bolloré, programme de solidarité internationale du groupe, accompagne le développement d'entreprises sociales et environnementales dans plus de 15 pays. Bientôt, toutes les Blue Zones et leurs déclinaisons Blue Points disposeront d'un relais Earth Talent pour identifier les talents locaux et soutenir leurs projets grâce à du microcrédit. Des Blue Zones sont déjà présentes en Guinée, à Kaloum, au Togo, à Kakaveli, au Bénin, à Zongo, au Niger, à Niamey et Dosso. D'autres Blue Zones et Blue Points suivront bientôt. Ces espaces sont reliés entre eux par une ligne de chemin de fer appelée Blue Line. Avec Blue Zone, Bolloré fait bien plus que stocker et distribuer l'énergie fournie par le soleil. Il la transforme en progrès et en développement. Blue Zone, une solution pour construire l'avenir. Donc la dernière image est intéressante parce qu'on voit vraiment que la Blue Zone est le seul espace d'ailleurs qui a de la lumière autour. C'est-à-dire que c'est le seul espace où la nuit on peut continuer à avoir un espace de coworking pour aller travailler avec Internet et des ordinateurs. Donc c'est un intérêt qui est immédiat, qui est d'avoir une zone sur laquelle sont disponibles des services culturels et économiques. La vision également qu'on a derrière avec ces Blue Zones, c'est de dire le réseau électrique dans les pays en voie de développement ne va pas se développer comme le réseau électrique s'est développé en Europe.
Le réseau électrique en Europe, c'est EDF qui est très centralisé avec des lignes à haute tension, des grosses centrales, etc. L'opportunité pour les pays en voie de développement, en utilisant ce type de technologie, c'est, pour utiliser la métaphore du téléphone, c'est de ne pas passer par le téléphone fixe, c'est de passer directement au téléphone portable. Et c'est ce qui s'est passé dans la téléphonie pour le continent africain et pour beaucoup de régions en Asie. C'est-à-dire qu'on peut se passer de la nécessité d'installer des grosses infrastructures lourdes et coûteuses, et on peut développer des îlots qui sont autonomes, qui fonctionnent avec de l'énergie solaire et du stockage local, et qui, en finissant par s'interconnecter, créeront un réseau. Mais on n'a pas besoin de créer tout de suite le gros réseau, la grosse infrastructure qui coûte très cher, qui nécessite de gros investissements et puis qui nécessite d'attendre que ça fonctionne pour que le développement économique arrive. Donc ça, c'est véritablement une opportunité, d'abord, nous on le pense pour nos solutions, mais également une opportunité pour les pays en voie de développement, vraiment de bypasser l'étape du réseau électrique tel que nous le connaissons en Europe, qui est très fiable, qui est le produit de notre histoire, mais qu'on retrouve nulle part ailleurs, et d'ailleurs même pas vraiment aux États-Unis. Une autre zone développée, mais qui a un réseau qui est beaucoup moins fiable que le nôtre. Voilà, donc ça c'était pour partager avec vous la Blue Zone. Et puis pour terminer, je voudrais également vous présenter donc là une autre vidéo qui vous parle un petit peu plus explicitement donc de la Blue Line. Donc la Blue Line qu'on a un petit peu vu dans cette vidéo précédente, qui est ce raccordement de ces Blue Zones qui préfigure ce que je vous racontais tout de suite là, c'est-à-dire l'idée de dire que ces zones à un moment donné se raccordent et créent un réseau. La ligne Niamey-Dosso est un grand défi que personne n'avait osé relever depuis 1936. Le président du Niger, du Bénin et du Togo ont demandé au groupe Bolloré de relever ce défi technique et financier. Ce projet mobilise plus de 900 personnes, réunies sur ce chantier pour construire des centaines de kilomètres de voies ferrées. Cette ligne, la Blue Line, devient jour après jour une réalité tangible pour tous, une ligne de vie et d'espoir. Le 18 décembre, fête nationale du pays, le tracé sera réalisé sur les 140 km qui relient Niamey à Dosso. Le pari est tenu. La voie est lancée et pour la première fois, un train va pouvoir circuler au Niger. Le 7 avril 2014, l'ouverture de la gare urbaine à Niamey marquait le début des travaux, permettant bientôt aux voyageurs d'emprunter un train pour aller au Bénin jusqu'à l'océan, puis au Togo, et plus tard en Côte d'Ivoire par le Burkina Faso. C'est une première au Niger. C'est le groupe Bolloré qui a été désigné pour ce travail titanesque. Au-delà de la construction du chemin de fer, le groupe Bolloré apporte tout son savoir-faire dans les énergies nouvelles, source de bien-être et de développement. Des panneaux photovoltaïques sont installés afin d'utiliser l'énergie du soleil stockée dans des batteries LMP, lithium métal polymère, dont la technologie innovante est unique au monde. Cette énergie propre, permanente, écologique et gratuite permettra d'alimenter des conteneurs remplis de batteries, allant de 180 kWh à plusieurs mégawattheures, qui stockent l'énergie quand elle est produite par le soleil et peuvent la restituer à tout moment, de jour comme de nuit et par tout temps. Le long de la voie de chemin de fer seront construits des Blue Zones. Ces endroits de 2 ou 3 hectares disposent d'électricité, d'eau potable et d'internet à haut débit, permettant le développement d'activités économiques, culturelles, sociales et sportives. Les travaux de la Blue Line sont très avancés et s'étendent désormais sur 140 km. C'est un travail considérable qui est en train d'être mené. Le groupe Bolloré, porté par la vision à long terme d'un groupe familial créé il y a 195 ans, investit plus de 2 milliards d'euros dans ce projet. Ce projet se caractérise par des ambitions hors du commun. C'est aussi l'amélioration de quelques 1800 km de lignes actuelles et la construction de 1200 km de voies nouvelles qui traverseront 5 pays. Le tronçon Niamey-Dosso s'inscrit aujourd'hui dans un projet global, la grande boucle ferroviaire qui engendrera dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine un nouveau développement des relations sociales et économiques. Parce que l'avenir du monde est aujourd'hui en Afrique et que le groupe Bolloré y croit,
Rail après rail, kilomètre après kilomètre, la construction de cette boucle ferroviaire est un véritable acte de foi. Pardon. Voilà. Bon, ça sera la conclusion donc cette vidéo. Donc bon, c'est un exemple extrêmement concret hein, d'un projet qui est un projet industriel, un projet d'infrastructure, qui est également porté par ce projet Blue Zone, hein, puisqu'en fait tout le long de cette Blue Line, un certain nombre de Blue Zones sont installées. Les Blue Zones, on a vu leur avantage avant en termes de développement économique locaux, mais là en plus, elles servent véritablement au projet, c'est-à-dire que le long de la ligne, ce sont des points qui permettent tout simplement de gérer le projet, parce que le long de la ligne, il n'y a pas forcément des villes tout le temps, donc la Blue Zone, l'utilisation de ces technologies de stockage et de recharge permettent également de gérer le projet et les travaux. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez quelques questions, j'aurais beaucoup de plaisir à y répondre. Oui, merci. J'ai juste 2 questions que je voudrais poser. La première, à l'issue de l'expérience que vous avez menée en Côte d'Ivoire, au Cameroun également, en ce qui concerne les bus solutions, c'est-à-dire que les bus que vous avez mis en place, à ce moment-là, comment vous avez pu manager le flux des passagers, parce que vous êtes passé à 1 million. 1 million de passagers, je crois que c'est quand même un chiffre assez considérable. Et comment est-ce que ce projet a été accueilli? Pourquoi vous avez choisi juste l'université, alors qu'en réalité, dans ces villes, il y a des problèmes importants de transport urbain? Et aussi, quelle est la garantie que vous avez en ce qui concerne le stockage de l'énergie que vous avez conçu, ce que vous avez appelé le LMP. En termes de garantie, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que vous avez évoqué les coupures. Les coupures d'électricité souvent qui se produisent, et donc à ce moment-là, vous avez pensé qu'il fallait mettre en place des structures de stockage d'énergie. Oui. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, cette pérennité est assurée? Est-ce qu'elle est garantie? Voilà le sens de ma question. Alors je vais faire dans l'autre sens. Je vais d'abord répondre à votre dernière question et ensuite à votre première question sur la fiabilité en fait de la batterie, c'est-à-dire effectivement dans quelle mesure elle est plus fiable que le réseau. C'est quelque chose qu'on a d'abord. On est des gens assez concrets, donc à l'issue de cette période de recherche et développement, le vrai résultat c'était le test réel. Il fallait le mettre en place et puis vérifier comment ça marchait. On l'a fait, on s'est vraiment mis en risque parce qu'on l'a fait, notre plus gros test, c'est Autolib. Autolib, c'est 3000 voitures, 3000 batteries, depuis 3 ans, qui ont aujourd'hui effectué près de 100 millions de kilomètres. Et on a eu un certain nombre de sujets à régler, la propreté des voitures, l'informatique, etc. Mais les batteries ne nous ont jamais causé de soucis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, peace of mind. Vraiment, on sait que ça marche. Il n'y a pas de sujet. Qui est véritablement d'ailleurs, enfin, c'est notre cœur de métier, c'est d'avoir développé cette technologie et d'essayer de lui trouver des applications, et de valoriser cette batterie à travers là où elle est utile, là où ses caractéristiques sont les meilleures. Et la fiabilité est très importante. Elle résiste très très bien aux hautes températures. Les batteries lithium-ion qu'on a dans les téléphones, elles résistent assez mal à la chaleur. Vous avez déjà eu le cas de votre téléphone qui ralentit et qui vous dit désolé, je chauffe. Ça, c'est pas possible avec notre batterie, donc elle est très très bonne pour des applications de mobilité parce que ça demande justement, ça fait chauffer les batteries, et elle est d'autant plus excellente dans les pays chauds. Donc en réalité, les pays chauds sont extrêmement intéressants comme utilisation de notre batterie. Notre batterie, plus elle est chaude, plus elle a d'autonomie. Donc on adore ça. Donc plus elle a d'autonomie, plus elle a de fiabilité. Donc sujet
Pour nous, et c'est bien heureux parce qu'on a d'autres sujets à régler, mais ça, c'est plus un sujet. Il n'y a pas de sujet sur la fiabilité de la batterie. Maintenant, sur le défi qu'a représenté la gestion des flux sur l'université, effectivement, 1,5 million de passagers, c'est important. Alors, on a bénéficié de quelque chose, c'est que le bus, il n'y a pas de limite de nombre de passagers dans le bus en Côte d'Ivoire, contrairement en Europe, en France, où le bus est homologué pour une vingtaine de personnes. Et quand vous êtes dedans, d'ailleurs, vous vous rendez compte que vous avez quand même beaucoup de place, parce qu'on a d'ailleurs une norme pour la gestion des personnes à mobilité réduite, qu'on n'est pas obligé de respecter à Abidjan. Donc en réalité, le bus, les gens sont un peu serrés dedans, mais il y a 40 à 50 personnes dedans qui l'utilisent. Donc il est massivement utilisé pour les transports. Alors après, pourquoi l'université et pourquoi pas les transports urbains? J'ai envie de dire, pourquoi pas après? La question c'est comment est-ce qu'on démarrait? Comment est-ce qu'on commençait par démontrer que c'était un service qu'on pouvait utiliser, sur lequel on pouvait commencer à avoir ce test en fait de véhicule? Ça n'est encore qu'une première expérience. L'objectif c'est effectivement d'utiliser ce bus dans des applications de transport urbain. Utiliser le bus dans des applications de transport urbain, c'est un autre modèle économique. Ça veut dire là discuter avec l'opérateur de transport urbain et pour être dans un modèle qui est le modèle achat-vente. Donc ça, c'est quelque chose qui viendra après, qui va venir avec les réseaux, enfin qui vient déjà avec les réseaux urbains. Ce véhicule, on le vend à la RATP, par exemple à Paris, et il y a d'autres réseaux en France et en Europe. Et effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir le proposer pour des trajets urbains. Alors j'ajouterais que le modèle que je vous ai présenté, c'est le minibus, qui fait 6 mètres de long et qui peut embarquer entre 20 et 40 personnes selon l'homologation du pays. Pour nous, le coup d'après, que vous ne voyez pas encore, c'est on est en train de développer un bus de 2 fois plus grand, donc ce qu'on appelle un bus standard, qui en fait représente le bus qui intéresse véritablement les réseaux urbains, parce que ça permet de transporter beaucoup plus de monde par chauffeur. Et donc ça, c'est notre coup d'après, et c'est véritablement ce modèle-là, probablement, qui serait plus intéressant pour le transport urbain dans la ville. Merci beaucoup, Hervé Fingué de l'ambassade du Congo. Bonjour. Bonjour. Je tiens d'abord, je parle sous le contrôle du ministre congolais en charge de l'industrie. Je pense qu'il faut d'abord féliciter l'entreprise, le groupe Bolloré, parce que vous avez fait quelque chose d'énorme. Le grand problème avec l'énergie solaire ou photovoltaïque, c'était de stocker cette énergie-là. Vous avez fait quelque chose d'énorme. Vous avez dit que ça va être un grand bond pour l'Afrique. Alors, pas seulement pour l'Afrique, parce que je prends l'exemple de la France, c'est 80% d'énergie nucléaire. Avec, on sait tout le monde que cette énergie a quand même un risque. Aujourd'hui, en Europe, il y a des projets d'aller petit à petit vers l'abandon de cette énergie-là. On voit les risques. Donc, c'est l'avenir. Ce que vous avez fait là, c'est l'avenir du monde, on va dire, de stockage de l'énergie dans le long terme. J'étais il y a une semaine au Portugal. J'ai vu au sud du Portugal comment est-ce qu'ils ont développé des panneaux solaires pour alimenter tout un complexe universitaire. Donc, c'est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait. Alors, je pense que, monsieur le ministre, on a là un exemple important. Et, vous avez parlé des Jeux africains qui se passent au Congo. C'est à partir du 4. Donc, tout le monde est invité pour aller regarder ces Jeux-là à partir du 4. Et donc, les Blue Zones qui sont là avec votre groupe, qu'on remercie pour cela, pour cette expérience-là. Question... je reviens sur la question qu'a posée le conseiller spécial. Quelle est la durée de vie à peu près d'une batterie? Vrai, quelle est la durée de vie d'une batterie? Et est-ce qu'on peut avoir à peu près une idée du coût du projet, par exemple, d'alimentation d'une ville de 10 000, 20 000, 100 000, 1 million d'habitants? Quel est le coût que ça peut représenter? En tout cas, merci beaucoup d'avance pour les réponses. Merci beaucoup, vous avez complètement raison. On parle là des pays en voie de développement, et en particulier l'Afrique, qui a la chance d'avoir beaucoup de soleil et qui a l'opportunité avec ces questions de réseau, comme on le disait, de passer à l'étape d'après. Mais c'est également des solutions qui ont des applications assez évidentes pour les pays qui veulent sortir du nucléaire. C'est pas encore le cas de la France, mais effectivement, quand on va en Suisse, par exemple, qui a décidé de sortir du nucléaire en 2019, il va falloir qu'ils trouvent une solution.
Donc ça, c'est véritablement parce qu'il faut qu'ils développent d'autres types d'énergie. En Suisse, tous les barrages possibles sont déjà construits, donc ça veut dire du solaire, de l'éolien et donc du stockage. Et puis tous les environnements également insulaires, qui ont également la même question sur le raccordement électrique. Parce que là, ils ont une gestion du réseau qui est importante pour eux à gérer, c'est-à-dire soit je dépends du continent, soit je crée des sources de production locales. Et les sources de production locales, j'ai pas forcément envie que ce soit des sources de production polluantes, des centrales thermiques, parce que si je suis une île touristique, ça va nuire à mon développement économique. Donc ça, c'est effectivement des solutions qui sont véritablement pour tout le monde. Sur la durée de vie, aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir. On a fait des tests en laboratoire et j'ai envie de dire fort heureusement, on ne l'a pas encore mesuré dans la réalité, parce que si on l'avait déjà mesuré dans la réalité, ça voudrait dire qu'elle est capée. Aujourd'hui, on a fait des tests en laboratoire qui nous permettent de penser qu'une batterie peut durer alors ça va dépendre de comment vous allez l'utiliser, mais entre 10 et peut-être 20. Quand je dis ça dépend comment vous allez l'utiliser, deux choses. Première chose, ça dépend des cycles. C'est-à-dire qu'une batterie, comme d'ailleurs une batterie dans votre téléphone, si vous la déchargez tous les jours complètement, et que vous n'arrêtez pas de faire ça, elle dure moins longtemps que si elle est toujours un petit peu tout en haut. Donc concrètement, une batterie, notre batterie, quand elle se décharge complètement tous les jours, elle va durer entre 5 et 6 ans, ce qui est déjà beaucoup. Et puis quand elle se décharge pas trop, alors quand elle se décharge tous les jours, c'est l'application bus. L'application bus, c'est vous avez un bus, vous le déchargez complètement à la fin de la journée, et à la fin de la journée, il se recharge au dépôt. Vous n'avez pas intérêt à garder un peu de résidus parce que vous avez payé un bus, donc vous voulez que ça soit utilisé au maximum. En revanche, sur Autolib, pour les utilisateurs qui l'ont déjà pratiqué, vous vous rendez compte que vous rentrez rarement dans une voiture chargée à moins de 80%. Donc là, on va être sur des batteries qui sont régulièrement toujours tout en haut. Et là, ce qu'on espère, c'est que ces batteries vont plutôt durer une dizaine d'années. Donc ça dépend vraiment de comment on l'utilise. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a un cycle de vie. C'est-à-dire que les batteries, et c'est notre modèle économique, nous on ne vend pas de batteries, on les utilise. Comme j'ai dit, on développe des applications autour de ces batteries. Donc il y a l'application mobilité et puis également l'application stationnaire. L'intérêt de l'application stationnaire, c'est qu'elle est moins exigeante en matière d'appel de puissance. C'est-à-dire que si vous mettez une batterie dans une voiture, il faut que ça puisse accélérer quand vous avez une côte à monter ou une voiture à doubler. Dans un container de batterie, vous avez moins ces enjeux d'appel de puissance. Donc là, la possibilité pour nous, c'est de pouvoir recycler des batteries, réutiliser des batteries qui ont été utilisées dans des applications mobiles, qui sont un peu fatiguées, mais qu'on peut mixer avec des batteries neuves dans des containers. Et le container sera toujours aussi performant que ce qu'on attend de lui, malgré le fait que ça soit des batteries qui ont peut-être déjà 5 ou 10 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis 20 ans. C'est ça un petit peu le best case, c'est-à-dire c'est une batterie qui a été utilisée dans l'autopartage, donc qui à l'issue de ces peut-être 10 ans n'est vraiment pas très fatiguée, ou commence seulement à fatiguer au bout de 10 ans, et puis on peut toujours l'utiliser dans une application stationnaire, parce qu'elle continue à stocker de l'énergie, avec un petit peu moins de capacité, donc moins d'appel de puissance, moins de capacité d'autonomie, mais toujours utilisable. Voilà, donc ça c'est vraiment la clé, c'est-à-dire si on arrive à avoir un système où les batteries vont pouvoir durer plus de 10 ans, c'est vraiment très important pour le modèle économique. Si c'est des batteries qui durent 2 ans, c'est un modèle économique qui est plus compliqué à trouver. Merci. L'autre question sur le coût d'implémentation de ce projet pour une ville de 10 000, 100 000, 1 million d'habitants. Une idée. Je vous ai pas répondu parce que j'en suis bien incapable. Non, j'en suis incapable. Là, il faudrait que je travaille la question. Merci.